Le burn-out, c'est d'abord ce terme que l'on ne veut pas entendre, avant d'en rejeter la réalité et de laisser enfin couler les larmes que l'on retenait depuis trop longtemps. Des larmes d'incompréhension, d'impuissance, d'injustice, de colère, mais surtout de peur. La peur de décevoir, la culpabilité, l'agitation, parce qu'il faut bien montrer que l'on est occupé, pour éviter que l'on ne nous colle l'étiquette dépression sur le front. Cette peur des qu'en dira-t-on est nourrie par les attentes des autres, ces autres qui prennent trop souvent le dessus dans notre raisonnement et dans nos actions. Mais ces autres, qui sont-ils pour nous juger ? Inutile de prôner l'égoïsme, la procrastination, oh comme je hais ce terme, et la non-assistance à ces personnes que l'on aime. Il est normal d'aider et de vouloir faire les choses à la place d'eux. Loin de là, les idées reçues sur les burnies, tels des légumes affalés dans le divan à se mater des séries, pardonnez-moi l'expression. Le corps en burn-out rejette tout stimuli extérieur, les mauvais, mais aussi les bons. Il est arrivé à une telle confusion, un tel brouhaha, qu'il ne s'y retrouve plus. La télévision reste éteinte, et lors des pires mois, qui ne sont pas les premiers mois, attention, je devais attendre le retour des nafteurs dans la famille pour qu'ils m'aident à me tenir debout ou à monter l'escalier pour aller dormir. Belle confiance en la solidité des fondations du corps. C'est vrai, c'est plus de la première qualité super glue, c'est devenu du patchwork dont les coutures vont lâcher. Mais repose-toi, dors ma foi. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu cela ? Le burn-out, c'est pas le meilleur compagnon du sommeil. Je refusais et refuse toujours de passer le temps dans mon lit. Pour moi, ça fonctionne pas. Mon cerveau est trop hyperactif, il est envahi de pensées et quand je ferme les yeux, ce sont les rêves et les cauchemars qui chassent le marchand de sable ou tout apaisement intérieur. J'essayais tant bien que mal de garder une certaine hygiène de vie, organisée autour d'heures précises. Le dodo, c'est la nuit. Le jour, place à quoi exactement ? Je rebobine. Décembre 2017, j'ai 25 ans et depuis plusieurs années, je recule. Je sens que je perds de plus en plus de poids en raison du stress et cette boule qui tord, qui essore mon ventre au moindre imprévu. Je ne connais pas encore le terme dont il ne faut pas prononcer le diagnostic. Pas encore. Et puis, pas moi. Je deviens vite la proie facile. Au plus je m'aperçois que mon corps file entre mes mains, au plus je m'enfouis dans le travail et au plus j'excelle. Les notes sont là, je pense tout avoir pour enfin commencer cette vie post-unif ou la fac, comme on dit en France. 2 diplômes, un bon premier emploi. Plus de pression maintenant, on va me laisser tranquille. Et non, car le corps s'épuise de plus en plus et on s'en rend compte. Mais on a peur. Et cette peur a aussi un effet pervers. Elle nous permet de trouver encore plus d'énergie alors que les réserves ne sont plus là. C'est comme creuser pour trouver du pétrole, mais il n'y en a plus. Toute l'énergie qui est utilisée pour l'extraction est mise à profit pour garder ce masque face à la société et ses attentes, ses regards indiscrets. Certains sont plus sensibles que d'autres et souffrent davantage de ces jugements quotidiens, ces graines de curieux, jaloux, profiteurs ou les bonnes âmes qui souhaitent notre bonheur, mais un bonheur qu'elles apprécient et qu'elles approuvent. Quoi ? Tu n'es pas marié, tu n'as pas encore d'enfant ? Ne serait-ce pas mieux de trouver un petit emploi pépère, comme on dit, avec des avantages à la clé ? Les avantages, j'en ai beaucoup entendu parler. Le 14 décembre 2017, j'ai laissé passer mon dernier métro le soir en rentrant du bureau. Mes jambes ne pouvaient plus avancer. Je l'ai vu partir, avec ses lumières rouges, dans le long couloir noir, laissant derrière lui la trace chaude et poussiéreuse. 12 minutes avant le prochain. Comment faire ? Après, il y avait encore le train à prendre, puis terminer le trajet travail-maison en voiture. 7 kilomètres. 7 de trop. Chaque jour, je passais plus de 3 heures dans les transports pour des journées de 9h à 17h30. Mais ce n'est pas mon premier emploi qui m'a fait tomber. Ce sont les longues années de surchauffe intellectuelle qui m'ont complètement effacée de l'intérieur et qui ont rongé mon corps jusqu'à le déconnecter. Au plus le corps se détériorait, au plus je prenais peur. Et cette peur alimentait alors ma détermination à décrocher les meilleures notes et aussi à m'oublier. Travailler toujours plus,
pour ne pas sombrer. Je savais que si j'arrêtais, mon corps me lâcherait. Tant que les bonnes notes suivaient, on ne pouvait rien me dire. J'étais fière du parcours exemplaire, la petite fille modèle. Ouais. Je déconseillerais à présent de mettre à ce point sa vie entre parenthèses pour ne jamais décevoir les autres, ne jamais se décevoir. Cette ombre qui nous chuchote à l'oreille. J'avais toujours l'impression de ne pas être assez bien, d'être inférieure. Le manque de confiance en soi est un allié terrible pour le burn-out. La peur est quant à elle une drogue, une des drogues les plus efficaces, et ses effets sont redoutables, voire ravageurs de l'intérieur. Et comme toute drogue, on s'efface de plus en plus, mais on se veut fort devant les autres. On tient bon, on porte le masque, on s'oublie, on se vide, et puis le corps dit stop. Le métro nous passe sous le nez, et c'est l'impuissance. Les premiers mois ne sont pas les pires. L'état empire, certes, mais l'esprit est encore trop occupé avec toute la paperasse administrative pour rester en ordre avec l'assurance, la mutualité, les argumentations ping-pong avec la famille, l'entourage. Non, je ne suis pas dépressive. Non, il ne faut pas non plus me remonter le moral. Moi, je me suis brûlée de l'intérieur. Et on tient bon encore une fois, car on n'accepte pas cette réalité. Les réponses du corps se veulent plus virulentes cette fois. Des crises d'angoisse, des flashs quand je ferme les yeux. Ce sont des éclairs qui traversent ma tête et qui me font sursauter tellement la douleur est intense. Puis elle s'en va. C'est juste pour s'assurer que je ne m'endors pas, ni pour une sieste, ni pour une nuit. Les dents s'effritent, les spasmes dans les intestins se révoltent. On frôle un ulcère ou deux. Il y a des cystites. Il y a des difficultés à prononcer les mots. On est fatigué. Et plus on est fatigué, au moins on s'autorise le repos. Les pires nuits sont aussi les plus agitées. Après trop de changements pour privilégier le côté droit, puis le côté gauche, enlever la couverture, puis la ramener vers soi, car incertaine du ratio sueur chaude vers sueur froide, moi j'ai fini par ouvrir un livre. Les nuits étaient finalement que la continuité de la journée, entraînant encore plus de fatigue. Au moins maintenant, je me concentrais sur une histoire à suivre, plutôt que de bloquer sur ma colère intérieure et mon désespoir face à l'impuissance, et l'impuissance de trouver le sommeil ou apaiser d'une certaine façon le corps, l'esprit. Dormir, est-ce que c'est vraiment si compliqué ? Finalement, quand on n'a aucune emprise sur son sommeil, sur son corps, sur la lenteur de l'évolution du burn-out, sur l'horizon vert et heureux qui se pointe, mais où est-il ? On est parfois ou souvent victime d'attaques internes. On se fâche contre son corps, on ne comprend pas. On regrette les crises de larmes et puis les lendemains, bonjour les yeux de panda, yeux bouffis, yeux rouges, hello le mal de tête. On ne ressemble à rien. Mais quelque part, on garde espoir. Et cet espoir est précieux, c'est notre talisman, notre vie qui nous titille. Quand il s'éloignait, j'ai toujours pu trouver du réconfort dans l'écriture, puis la lecture. J'écrivais, je lisais, toujours en anglais, car chez moi c'est la langue de mon cœur. J'avais besoin de cela. Si je ne pouvais pas me reposer, qu'il en soit ainsi. Mais je souhaitais alors conserver ces deux activités, douces pour moi, et éviter d'être rongée de l'intérieur par la culpabilité ou la peur. C'était ma manière de me sentir connectée, tant bien que mal. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de faire la paix avec le passé, avec cette drogue du travail et du « je me rends utile ». Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi. Au travail ou à la maison, je prenais tout sur moi, car je n'étais pas prête à affronter le recul du corps, sa révolution, jusqu'au coup de frein forcé. Le corps est intelligent. Et oui, il peut bloquer pour sauver la vie, même enfoui. J'avais 25 ans, j'en ai 27. Ce n'est que maintenant que je reprends quelques forces. Ces forces que je dois apprendre à maîtriser et à bien traiter. Parfois ça vaut la peine d'avoir mal, car ça nous ralentit jusqu'à ce qu'on comprenne que l'on ne peut pas mettre à mal la douceur et la bienveillance envers soi-même sans compromettre la vie qui mérite d'être racontée. Et pour qu'elle puisse être racontée, elle doit être vécue par l'acteur principal, le seul qui soit capable de ressentir les émotions et de les propager pour inspirer les autres sur son chemin. Il me faudra encore un peu de temps,
mais je me suis promise de vous retrouver bientôt pour marcher à mon rythme et à vos côtés.